Bienvenue à cette formation du climat scolaire positif à bord du transport scolaire. Alors, vous en êtes maintenant rendu à votre troisième capsule et cette capsule s'intitule « Le bien-être au travail ». Alors, sans plus tarder, je me présente. Je me nomme Marie-Josée Trudel. Je suis la responsable pivot du dossier CBI au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord et plus précisément, mais je suis conseillère pédagogique en intervention comportementale préventive et efficace. Je serai également secondée à travers la capsule par ma collègue Sylvie Bourgeois, qui est agente de soutien régional également au dossier CVI. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos objectifs généraux. Alors, on va commencer d'abord par définir qu'est-ce que le bien-être. Cette capsule-là, elle est vraiment faite pour vous, en votre honneur, dans le but, en fait, de vous faire du bien. On souhaite vraiment pertinemment du fond du cœur que les conseils d'experts qu'on pourra partager avec vous et les bons trucs qu'on pourra échanger, donc, pourront vous être utiles dans votre quotidien pour faciliter votre travail, pour rendre le travail plus agréable, que vous vous sentiez bien afin de vous conserver parce qu'on a vraiment grandement besoin de vous, chers transporteurs scolaires. Donc, on va également se familiariser avec des attitudes à adopter pour se faire du bien. Donc, on va aller regarder des trucs d'experts, on va visionner quelques capsules vidéo sur certains modules, certaines thématiques. Et finalement, bien, on va faire des choix éclairés pour votre bien-être personnel. Le plan de la présentation, donc, on va commencer avec une petite séquence vidéo de votre régisseur au transport scolaire qui vous parlera, donc, il fera un petit accueil et un petit mot de reconnaissance. Ensuite, nous établirons les bases du bien-être et finalement, on va aller explorer plus précisément le bien-être social, physique, psychologique et affectif. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Annick Chartrand, donc la régisseure au transport scolaire au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Bonjour, bienvenue dans cette capsule numéro 3, le bien-être au travail. Donc, je me présente, Annick Chartrand, je suis régisseur au service du transport à l'organisation scolaire et au transport scolaire du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Donc, aujourd'hui, on vous présente notre troisième capsule de formation disponible sur notre site Internet dédiée à la formation des conducteurs et conductrices de véhicules scolaires du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Donc, il nous fait plaisir de vous présenter cette troisième capsule-là. Cette capsule-là, elle a été réalisée pour vous. Elle a été pensée pour vous, les conducteurs qui êtes avec nos élèves là, au quotidien. Donc, ce qu'on voulait faire là, par cette capsule-là, c'est de vous démontrer notre reconnaissance envers le travail que vous faites avec nos élèves. Vous êtes important dans le quotidien des élèves. Vous êtes la première personne, le premier adulte significatif dans son parcours scolaire le matin et le dernier adulte significatif dans son parcours scolaire en fin de journée. Donc, c'est important pour vous de vous présenter au travail avec une attitude positive en toute bienveillance. Donc, dans la capsule qui suit, on va vous donner des trucs pour vous permettre de penser à vous, puis de faire en sorte que vous soyez mieux outillés au quotidien ensuite pour réaliser votre travail dans le bien-être. Donc, les mots, là, vraiment, là, qui ressortent, là, qui vont ressortir dans notre capsule aujourd'hui, bienveillance, la considération, dire bonjour, la reconnaissance. On veut vraiment mettre en place des bases solides pour vous permettre, là, au quotidien de bien agir. Donc, je vous laisse poursuivre cette formation avec Sylvie Bourgeois et Marie-Josée Trudel, deux personnes ressources qui travaillent aux ressources éducatives dans notre centre de services scolaires. Donc, merci pour votre présence avec nous jour après jour. On l'apprécie beaucoup. Bonne formation. Bonjour, bien moi je vais vous parler, entre autres, les bases du bien-être au travail. Vous allez voir que durant la formation, ça va être organisé par section. Moi, je viens vraiment placer les bases du bien-être. Alors, lorsqu'on parle des bases du bien-être, ben, c'est d'avoir au moins se donner au moins une définition commune de ce qu'est le bien-être et une santé mentale positive optimale. Donc, ce que la recherche vient nous dire ici,
au niveau de la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, supporter les tensions normales de la vie, dans la vie de tous les jours, accomplir un travail qui est productif, contribuer à la vie de la communauté. C'est donner un sens positif à la vie aussi. Donc, cette partie-là de santé mentale positive vient vraiment contribuer à notre bien-être comme individu, puis à notre bon fonctionnement dans la vie. Alors, c'est être capable aussi lorsqu'on a un bien-être dans la vie de tous les jours, on a, des ressources psychologiques qui viennent nous aider à demeurer être bien, des ressources sociales, environnementales autour de nous, qui nous permettent à la fois d'être bien, seuls et à la fois d'être bien avec les autres. Alors, pour développer vraiment une vie plus satisfaisante, puis faire face à l'adversité lorsqu'il y a lieu. Alors, le bien-être au travail, c'est puis bon, lorsque vous, comme conducteur, conductrice, vous êtes dans votre travail durant la journée, c'est d'avoir un état d'esprit où on est un peu en harmonie avec le travail qu'on fait, en harmonie avec les jeunes avec lesquels on travaille, avoir un côté où nos aptitudes, nos besoins dans la vie de tous les jours sont répondus. Alors, c'est le bien-être au travail, c'est vraiment global, puis c'est subjectif parce qu'on sait que ce qu'on va faire, comment notre état de pensée va être différent pour chacun. Mais ici, on trouvait important de venir au moins se donner une définition commune. Alors, c'est à vous de réfléchir comment, dans le fond, avec cette définition-là, qu'est-ce qui contribue à votre propre bien-être? Alors, pour nourrir notre bien-être, hein, il y a, oui, au travail, mais il y a aussi, tout ça fait partie d'un tout. Au travail, dans vos amitiés, la famille, les amours, les loisirs, tout ça fait partie, contribue à notre bien-être. Et il y a plusieurs exigences dans notre quotidien, qui fait que des fois, on va être mieux. Des fois, on va vivre des moments plus difficiles, on doit les surmonter. Puis comment on va faire face justement lorsque c'est plus difficile, se faire face au stress. Comment on va se mettre des conditions en place pour tout le temps améliorer notre bien-être, dans le fond. Alors, la question ici qui se pose, c'est comment vous, dans les différentes sphères de votre vie, vous nourrissez votre bien-être? Au travail, qu'est-ce que je fais pour être bien? Dans mes amitiés avec les autres, dans ma famille, comment je prends soin de ma famille, comment ma famille prend soin de moi pour mon bien-être. Si j'ai des amours, comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça contribue à mon harmonie? Comment je me sens là-dedans? Est-ce que j'ai des loisirs qui me permettent de m'épanouir, de répondre à mes intérêts? Donc, c'est différent, ces différentes sphères-là, c'est de réfléchir, ben comment sont ces sphères-là dans ma vie en général? Et la formation qu'on vous offre aujourd'hui, c'est de vous nourrir aussi pour vous donner des idées pour comment contribuer à ces sphères-là. Alors, je vous laisse la question à y réfléchir. Ici, la recherche aussi vient nous dire que l'importance des petits plaisirs au quotidien pour être bien. Rire, bien dormir, on va en parler pendant la formation. Avoir des activités qui répondent à nos intérêts, que ce soit peindre, cuisiner, bricoler, lire, méditer et plein d'autres choses. Est-ce que vous avez des activités qui vous tiennent actifs, qui fait que ça vous fait du bien, qui vous permet de vous évader? Est-ce que vous avez aussi des activités qui vous permettent de bouger dans la journée? Parce qu'on sait que bouger fait partie du bien-être. Partager un repas entre amis, faire une sortie. Là, on sait que c'est plus permis, davantage, un peu plus. On sait que la pandémie a été un peu plus difficile pour ce côté-là, réaliser des activités ou des sorties. Maintenant, de plus en plus, on va pouvoir le faire. Donc, que ça soit d'aller à un spectacle, au resto, au théâtre, à la bibliothèque, au musée, de prendre une marche et d'aller rencontrer des amis dans un endroit X. Tout ça va contribuer à notre bien-être. C'est vraiment des petits plaisirs de la vie qui contribuent aux différentes sphères de notre bien-être. Alors, à partir de cela, ben moi, je vais laisser la parole à ma collègue
Marie-Josée. Merci Sylvie. Alors, on va poursuivre. On a défini qu'est-ce qui était le bien-être. Alors maintenant, on va aller se plonger dans les différents types de bien-être, c'est-à-dire celui social, physique, psychologique, affectif, etc. Alors, commençons sans plus tarder avec des trucs et des conseils d'experts sur le bien-être social. Alors, la socialisation. On sait que le soutien social est important pour les individus en termes d'adaptation à leur environnement et aux défis qu'ils rencontrent. Alors, vous allez vous rendre compte que de socialiser, c'est vraiment, on l'a vécu avec la pandémie, hein, on a été isolés en fait, et on le voit chez les jeunes, on le voit chez les adultes. En fait, on est être d'émotion, nous les humains, et on a besoin donc de socialiser. Alors, les experts le disent, donnent des trucs, des conseils en se disant, exercez-vous à parler aux gens, allez au-devant, allez socialiser, saluer les gens que vous ne connaissez pas, juste faire un sourire. Donc, le fait de socialiser, de s'obliger à, de se donner des fois des défis, puis il y en a pour qui c'est plus difficile, mais donc de s'obliger à sourire à l'autre, d'avoir un regard, d'échanger des paroles, va vraiment donc nous aider à être beaucoup plus positifs dans la vie. Autres idées, d'autres conseils pour apprendre à socialiser. Maintenant qu'on a le droit de un peu plus sortir, qu'on n'est plus confiné et qu'on peut aller vivre nos vies, aller socialiser, justement, aller vivre ailleurs, de joindre à un groupe ou faire du bénévolat. Donc, de joindre à un groupe sportif peut-être, se joindre à un groupe ça peut être autant artistique, pardon, là, soit faire de la musique ou un groupe de voitures de luxe ou, bon, ce que vous voulez, quelque chose dans vos goûts et intérêts, mais de faire partie d'un groupe ou de se joindre à un groupe qui va nous permettre de socialiser, donc nous permettre de s'adapter à notre environnement et se sentir également encore là beaucoup plus positif. Faire du bénévolat, bien évidemment aussi, pourquoi pas. Essayer de nouvelles choses, donc c'est pour se permettre en fait de socialiser en essayant peut-être de nouveaux intérêts, de nouveaux goûts, peut-être qu'on pourra développer de nouvelles habiletés, mais ça peut également égayer nos journées, égayer nos vies et se fixer des rendez-vous en ligne, hein, lorsque c'était peut-être plus difficile, même si la pandémie parfois nous a restreint, que c'était plus difficile socialement, de s'obliger à se fixer des rendez-vous en ligne, ne serait-ce que pour échanger le petit verre de vin du vendredi soir, là, ben, de le faire en ligne si c'était pas possible de le faire en présence. Quoique là, on est en train de réduire, en fait, puis je pense qu'on va vraiment revenir à une normale. Mais donc, dans ces trucs et conseils-là, de le faire pour se sentir bien dans sa peau et être en interaction avec les autres. En quoi est-ce que le fait de socialiser peut contribuer à mon bien-être? Et là, on a vraiment voulu faire la distinction entre l'impact que ça a chez vous comme conducteur, conductrice de véhicules de transporteurs scolaires et les impacts que ça peut également avoir chez nos élèves, les élèves que l'on transporte quotidiennement. Alors, à titre de conducteur et de conductrice, en fait, l'impact que ça peut permettre de développer le fait de socialiser, bien évidemment, c'est de créer un sentiment de satisfaction. Hein, le fait d'échanger, de parler de nos besoins, de nommer ce que l'on vit, bien évidemment, ça peut nous amener donc un sentiment de bien-être et de satisfaction. Donc, ça permet également d'échanger avec les collègues pour apprendre à plus les connaître, même si on se voit un petit peu, bon, quand on prend le véhicule puis quand on le rapporte et tout ça, parce qu'on s'entend qu'en conduisant, vous êtes plus solitaire avec vous-même, quoique vous allez socialiser justement avec les élèves. Le fait de socialiser va vous permettre également de nommer vos besoins, de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. À titre de conducteur, conductrice d'autobus scolaire, si on arrive puis on est nouveau, puis là, on le sait qu'il y a beaucoup de roulement de personnel. Donc, d'apprendre à échanger puis à dialoguer avec les autres va venir, en fait, nous permettre que ce soit plus facile également de demander de l'aide lorsque nécessaire. Puis là, oui, dans notre rôle de conducteur et de conductrice, mais même dans vos vies personnelles, bien évidemment. Ça va permettre également de développer des liens pour créer un sentiment d'appartenance à un groupe. On le sait comme être humain, c'est un essentiel, c'est même inévitable pour se sentir bien dans le travail que l'on fait. On a ce besoin-là de se créer une appartenance.
Donc, de développer ces liens-là, ben, ça se développe par la socialisation, bien évidemment. Et ça peut aussi nous permettre de valider notre rôle auprès des collègues, d'aller voir peut-être les plus expérimentés, les plus anciens, avoir des trucs, des conseils, donc échanger. Parfois, on peut avoir des journées plus difficiles avec des comportements d'élèves qui viennent nous perturber davantage. Ben, c'est sûr que si on reste encloîtré avec ce problème-là, puis on n'en parle pas, ben, ça peut des fois venir nous miner, puis ça peut se rendre nos journées beaucoup plus difficiles, alors que de pouvoir socialiser avec les gens puis échanger sur les problèmes que l'on vit, ben, ça nous apporte du bien-être. Et bien évidemment, ben, de se montrer en exemple, je pense que c'est en tant qu'adulte, en fait, hein, le regard de l'enfant sur nous il est vraiment important. Alors, se montrer en exemple comme être socialisant, eh bien, les élèves, bien évidemment, ça leur apporte également, ça crée un impact chez eux. Alors, de faciliter justement la création de liens positifs. Tout comme le dit Annick, vous êtes les premiers à recevoir, à accueillir les enfants le matin. On ne sait pas comment ils se sont levés le matin à la maison. Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'ils se sont levés du mauvais pied? Est-ce qu'ils se sont chicanés avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents? Bien, vous êtes la première personne à les accueillir dans le monde scolaire et qui fait une différence, en fait, sur l'état dans lequel est-ce que l'enfant va arriver dans sa classe peut-être le matin. Donc, il s'agit juste de faire de par un sourire, de par demander à l'enfant comment il se sent aujourd'hui, de saluer, de lui demander, est-ce que bonjour, comment ça va? Alors, c'est sûr que ça vient créer donc à la fois des liens très positifs et c'est par la création de liens positifs parce que l'enfant veut faire plaisir à l'adulte qui va finalement finir par également respecter vos consignes à bord du transport scolaire. Bien évidemment, ça va permettre aux élèves que vous deveniez une figure signifiante et sécurisante pour lui. On le sait, des enfants qui aiment moins fréquenter, moins être transportés par l'autobus, puis que, je pense aux petits de maternelle quand ils commencent la scolarisation, puis les premières fois qu'ils prennent l'autobus, comment est-ce que c'est angoissant pour eux, bien de le fait de socialiser avec eux, de les accueillir, de les prendre par la main, donc en fait, bref, toutes ces gestes-là, ces actions-là peuvent apporter, en fait, contribuer en fait à votre bien-être, au bien-être de l'enfant. De se montrer en exemple, comme on l'a dit tantôt. Donc, ça peut également créer des ouvertures à la discussion puis aux échanges. Qui sait, peut-être qu'un enfant pourrait, juste par votre sourire, par votre accueil, commencer à s'identifier à vous puis commencer à vous partager donc des situations qu'il peut avoir vécues, qui peut justement l'aider peut-être à même à s'apaiser puis à être bien lorsqu'il fait le voyage jusqu'à l'école. Ça peut également avoir un impact de permettre à l'enfant de démontrer du respect. Le respect, c'est mutuel les uns envers les autres. Alors, donc, de socialiser avec les enfants lorsqu'ils se rendent dans l'autobus, lorsqu'ils sont assis dans l'autobus. Donc, le fait de jaser, d'échanger avec eux va leur montrer du respect. Et bien souvent, ils vont vouloir faire la même chose en retour envers vous. Et finalement, bien, d'être attentif aux besoins des élèves. Parce que de par le fait de socialiser, de parler, de les questionner, de s'intéresser à eux, à ce qu'ils ont fait la veille, à comment ils se sentent le matin, bien, vous allez leur démontrer en fait que vous êtes capable de répondre également à leurs besoins. Alors voilà que socialiser, bien évidemment, ça contribue à votre bien-être à vous et ça contribue également au bien-être de nos élèves. Alors, je poursuis avec vous avec les trucs et conseils concernant l'activité physique. Alors, l'activité physique, lorsqu'on parle de l'activité, c'est vraiment de bouger, hein, de faire circuler le sang dans le corps, de l'oxygéner. Puis cette oxygénation-là permet d'être un purificateur pour le corps. Et M. Simon, que vous allez écouter dans quelques instants, va encore mieux l'expliquer que moi. Donc, ce que ça permet lorsque le corps est un peu plus oxygéné, permet d'être un peu plus concentré, agile, optimiste. Ça nous donne de l'énergie aussi et d'être plus productif par le fait même. Donc, moi ici, je pourrais vous donner quelques exemples de bouger. On ne parle pas nécessairement juste de l'activité physique comme telle qui pourrait être planifiée comme, exemple, une séance de judo, de hockey, de yoga. Donc, oui, toutes ces activités-là sont très bien pour pouvoir bouger, mais aussi on peut simplement bouger, faire du mouvement dans sa journée
Donc, prendre une petite marche de 5, 10, 15 minutes, de se lever, de s'étirer, de bouger, de se donner des défis une petite minute par heure, par 30 minutes, faire des étirements, monter, descendre les escaliers, profiter des pauses pour faire des mouvements, rotation des bras, monter les jambes, pencher le dos. Donc, il y a différentes façons de bouger dans la journée qui nous permettent de faire l'activité physique sans nécessairement que ce soit, pendant, une demi-heure, ou, 1 heure et demie de temps. Donc un et l'autre sont bien, mais c'est de faire, des choix selon nos intérêts et notre temps aussi. Donc pour aller un peu plus loin, je vous présente une vidéo sur être actif au travail, les bienfaits pour la santé de monsieur, Scott Simon. Donc, je veux commencer par vous rappeler à quel point que le corps humain est absolument incroyable. C'est un système qui est hautement sophistiqué pour guérir, pour régénérer, pour reconstruire, pour recharger. Et souvent, les gens que j'entraîne depuis 10 ans sont complètement déconnectés. Il y a une épidémie de stress, d'anxiété en ce moment. Et je crois que les gens ont oublié à quel point que la santé est simple, accessible et hautement efficace. Quand je dis simple, je ne veux pas dire nécessairement facile, mais une simplicité à la santé que je crois qu'il faut se rappeler. Euh, donc, je veux vous parler de 2 points extrêmement importants que je trouve que les gens ne font pas assez de nos jours. Le premier, c'est de respirer consciemment. On respire environ 15 à 20 000 fois par jour, 15 à 20 000 fois par jour, mais souvent complètement inconsciemment. Et vraiment, la base de la santé optimale, c'est la respiration consciente. Donc, vous avez 15 à 20 000 opportunités par jour pour reconnecter avec le corps humain qui est hautement sophistiqué, comme j'ai dit au début. Le deuxième point que je trouve que pourquoi il y a une épidémie de stress et d'anxiété en ce moment sur la planète, c'est que les gens ne bougent pas assez. On parle de la maladie d'être assis. C'est vrai, les gens sont assis 6, 8, jusqu'à 10 heures par jour et le corps n'est pas construit pour être assis. Le corps est construit pour bouger, si possible, à chaque jour. Nos ancêtres couraient 8 heures par jour. Maintenant, on est assis 8 heures par jour. Donc, si on est la journée, on devient comme une flaque d'eau parce que notre corps est fait de 70 eau. Puis si on est assis à longueur de la journée, on ne bouge pas, on ne purifie pas le corps, on ne détoxifie pas le corps, on devient comme une flaque d'eau et on devient pollué très rapidement. Donc, les 2 points, c'est bien respirer, si possible consciemment, et l'autre point, c'est de bouger le plus souvent dans votre journée. Et je crois que les gens, il faut faire la différence aussi entre bouger et exercice. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu allergiques à tout ce qui est exercice, mais bouger, c'est beaucoup plus large que ça. Dans le fond, le corps humain est toujours en train de bouger. Dès que vous respirez, vous êtes en train de bouger. Donc, la base d'une santé optimale, c'est la respiration, plus précisément la respiration consciente. Donc, 20 000 fois par jour, vous avez l'opportunité de le faire. Puis le lien entre le stress et la relaxation, c'est une respiration consciente. C'est impossible pour le corps humain de se régénérer, de se reconstruire quand il est stressé. Donc, dès que vous prenez une respiration consciente, il n'y a même pas de technique nécessairement à avoir, c'est juste de revenir à votre respiration. Le corps sait exactement comment bien respirer. Il faut sortir de notre mental, rentrer dans le corps. Dès que vous faites ça une fois, vous êtes dans le système nerveux qu'on appelle parasympathique, la relaxation, et c'est là que le corps peut commencer à se régénérer. Donc, 20 000 opportunités par jour, concentrez-vous sur la respiration et laissez l'opportunité à votre corps de se régénérer. Vous n'avez pas besoin de le faire avec le mental. L'autre affaire, c'est le mouvement. Pensez-y, quand vous bougez, vous êtes en train de purifier, détoxifier tous les phytonutriments, tous les vitamines, tous les minéraux que vous prenez sont en train de se propager partout dans le corps. Quand vous ne bougez pas, vos cellules sont en train de suffoquer. Imaginez que quand vous ne bougez pas, vous n'êtes plus en train de nourrir vos cellules. Et 90 de notre énergie vient de l'inspiration et 70 de nos toxines sortent par l'expiration. Donc, c'est important de bouger, ça va vous ramener à votre respiration. C'est important de respirer pour régénérer le corps le plus souvent possible dans votre journée. Donc, on parle souvent de la maladie d'être assis, mais c'est vraiment pas être assis qui est le problème. Le problème, c'est pas bouger assez. Si on pense à notre ordinateur, si on n'utilise pas le souris ou le clavier pendant 10-15 minutes de temps, il va se mettre en veille, il va aller dans le mode sleep. C'est la même chose avec votre corps. Si vous ne l'utilisez pas pour 10, 15, 20 minutes de temps, si possible, bougez à chaque demi-heure, disons. Sinon, votre corps va se mettre complètement en veille, puis tous les systèmes vont s'arrêter.
Et pensez à la respiration aussi. La respiration, c'est comme le haut-parleur pour tous les systèmes dans votre corps. Dès que vous prenez une respiration relaxe, tous les systèmes dans votre corps commencent à se relaxer. Système digestif, immunitaire, sanguin, nerveux. Donc, c'est très important justement de prendre cette respiration-là pour envoyer le message à votre corps que tout est beau, qu'il peut fonctionner à son plein potentiel. Donc, c'est trouver des petits moments dans votre journée que vous pouvez ajouter un peu de mouvement. Sinon, vous allez en mode veille. Trouver des moments, si possible, le plus souvent possible sur les 20 000 respirations, de revenir à votre respiration et reconnecter avec le potentiel illimité du corps humain. Donc, on revient, j'espère que vous avez apprécié la petite capsule de M. Simon. Rappel, il l'a dit plusieurs fois, bien respirer consciemment, prendre le temps et s'accorder des moments pour être en mouvement dans notre journée. Donc, quel impact l'activité physique, en quoi ça a un impact sur moi comme conducteur ou conductrice et l'impact sur les élèves? Donc, on l'a nommé lorsqu'on bouge, ça nous permet d'être mieux dans notre corps et dans notre esprit. Donc, et lorsqu'on fait une activité un peu plus soutenue, ce que ça dégage, c'est des hormones qu'on appelle des hormones, des endorphines ou de la sérotonine. Souvent, on va l'appeler l'hormone du bonheur ou de la bonne humeur. Donc, c'est ce que ça dégage. Ça nous rend plus relax, plus optimistes. Donc, ça, c'est une activité plus soutenue qui nous permet de dégager ces hormones-là, qui est très intéressant pour notre bien-être et santé mentale, santé physique. Ça nous permet aussi d'être plus concentrés sur la route. Lorsqu'on respire bien, qu'on a bougé avant, donc notre cerveau est beaucoup plus agile, donc d'être plus concentré sur la route, dans ce qui se passe dans notre véhicule, d'avoir des meilleurs réflexes parce qu'on est plus agile, vigilant par rapport au cerveau, à ce qui se passe autour de nous, puis être capable aussi de réagir justement aux imprévus qu'il peut avoir, soit à l'intérieur d'un autobus par des comportements peut-être des fois plus difficiles ou des choses qui vont se passer autour de vous là, sur la route. Donc, l'impact que ça peut avoir chez nos élèves, bien, premièrement, comme on dit plusieurs fois dans la formation, c'est d'être un modèle, dans le fond, hein. Si on bouge, on respire bien, puis qu'on en parle avec nos élèves, ça pourrait être un exemple, bien, à ce moment-là, on devient un modèle. Ça nous donne plus d'énergie aussi, hein. Ça dégage l'énergie lorsqu'on bouge, donc plus d'énergie pour faire face à notre journée. Ça nous demande beaucoup. Ça peut générer aussi du stress, certaines choses dans le transport scolaire, que ça peut être de réaliser qu'on est en charge d'un groupe, des amener d'un point A au point B. On va gérer ça de différentes façons selon qui on est, dans quelles conditions c'est fait. Les conditions de la route aussi pourraient rentrer en ligne de compte. Alors, l'exercice et bien respirer nous permet de mieux gérer ce stress-là qui pourrait survenir, notre charge émotionnelle et aussi, ça génère un peu plus d'optimisme dans notre journée quand on parlait tantôt d'activités soutenues qui pourraient dégager des hormones de bonne humeur. Bon, bien, ça permet d'être un peu plus positif, optimiste avec les jeunes avec lesquels on travaille dans la journée. Donc, c'est terminé pour cette partie pour moi. Je laisse la place à ma collègue Marie-Josée qui vous parle d'un autre, une autre activité par rapport au bien-être. OK, alors voilà, donc nous voilà rendus aux trucs et conseils d'experts sur le bien-être en passant par l'alimentation. Alors, pourquoi bien manger? Eh bien, fort simple, hein, notre corps a besoin d'énergie pour se mouvoir, pour être concentré, pour bien vieillir, donc pour passer à travers de nos journées, bien évidemment, et alors pour rester en santé et être plus en forme. Mieux on mange, eh bien, plus on est concentré, plus on est optimiste, plus on est productif, plus on est énergique. Bref, pour toutes ces belles raisons-là, l'alimentation, elle a vraiment un apport hyper important dans notre quotidien. Des exemples de bonnes pratiques en alimentation, bien, prendre le temps de bien déjeuner le matin, hein, les experts le disent tous, avant de partir au travail, donc de se préparer également des collations pour la journée, boire beaucoup d'eau, hein, d'apporter donc notre bouteille d'eau dans l'autobus, dans la minivan, peu importe dans le transport que nous faisons. Bien évidemment, de se préparer des repas équilibrés, avoir un petit peu de tous les types d'aliments là,
du programme Guide alimentaire canadien, de manger des fruits et des légumes variés, bien évidemment, et de manger en bonne compagnie et non pas devant un écran, hein, pour rester à l'écoute sur notre sentiment de satiété. Puis en fait, en bonne compagnie parce que c'est toujours agréable de socialiser, comme on l'a vu précédemment. Alors, voilà donc des bonnes pratiques en alimentation à observer. Alors, en fait, pour poursuivre, nous allons regarder de ce pas donc une petite vidéo d'une dame qui s'appelle Isabelle Huot, qui est une nutritionniste et inspirée d'un document qu'on nous a partagé cette année au CSRDN, en fait, qui justement pour prendre soin de nous-mêmes, alors pour parler de notre bien-être, alors qui est sur la plateforme qui s'appelle LifeSpeak. Alors, toutes les vidéos sont tirées de là. On va la regarder ensemble pendant quelques minutes. Avez-vous de la difficulté à rester concentré tout l'après-midi au travail ou peut-être que vous avez un coup de barre l'après-midi? Aujourd'hui, je vous donne des trucs nutritionnels pour remédier à la situation. D'abord, c'est important de bien déjeuner, puis encore 25% des gens qui ne déjeunent pas le matin et pourtant c'est si simple. Et quand on regarde dans les menus du petit déjeuner, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il manque essentiellement de protéines. Je vois combien d'assiettes de petit déjeuner avec soit le gros muffin du commerce qui équivaut à l'équivalent de 4 tranches de pain et 5 carrés de beurre et près de 500 calories. Puis en fait, même dans les cas de muffins légers, on a souvent autour de 380 400 calories, c'est beaucoup trop pour démarrer la journée. Beaucoup de sucre concentré aussi, et ça va juste entraver le niveau d'énergie pour la journée. Côté croissant, on aime bien les croissants, mais c'est peut-être un petit plaisir qu'on devrait réserver le dimanche matin parce qu'un croissant, en fait, c'est l'équivalent de 3 carrés de beurre. Il y a beaucoup de calories, il y a peu de nutriments. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un petit déjeuner équilibré? J'aime beaucoup le pain de grains entiers parce qu'on a des fibres, on a plein de nutriments qui sont intéressants, qui vont nous supporter beaucoup plus longtemps dans la journée. Et qu'est-ce qu'on met sur le pain? Pas de la confiture parce qu'on ajoute encore du sucre. Ce qu'on veut, c'est rajouter en fait des protéines. Donc, ici, par exemple, j'ai le fromage cottage qui contribue à notre apport en protéines le matin. Très intéressant. Ça peut être un œuf aussi, on peut rajouter un œuf. Puis en fait, la plupart des gens se disent « je ne devrais pas consommer des œufs parce que ça fait grimper le cholestérol sanguin. » Mais les dernières études démontrent qu'on peut consommer un œuf par jour sans voir son taux de cholestérol grimper. Sinon, j'ai le yogourt grec qui permet aussi d'ajouter des protéines. Yogourt grec idéalement nature et on pourrait mettre un peu de miel, un peu de sirop d'érable, pourquoi pas des pistaches, des noix, de la graine de chia qui vont permettre d'ajouter du contenu nutritif au bol de yogourt. Les petits fruits, j'adore, c'est plein d'antioxydants et j'invite vraiment à prendre 3 fruits par jour, différents de préférence pour aller chercher une large gamme de couleurs. Et dans les petits fruits, on a les bleuets, les fraises, les framboises, la baie d'acai aussi, la baie de goji qui permettent de bonifier notre alimentation en antioxydants. Donc, côté protéines, je répète, beurre d'arachide, beurre d'amande, oui, mais on peut ajouter du yogourt grec, on peut ajouter une boisson de soya, on peut ajouter un verre de lait aussi. Si vous êtes amateur de boissons végétales, je parle de boissons de riz, boissons de soya, boissons d'amande par exemple, le meilleur choix, c'est la boisson de soya parce que dans la boisson de soya, on a davantage de protéines que dans la boisson de riz ou dans la boisson d'amande. Prenez aussi une boisson végétale qui est enrichie en calcium et en vitamine D parce que ce sont des nutriments qui sont essentiels. Donc, on prend un petit déjeuner équilibré. Après ça, pour le lunch, qu'est-ce qu'on fait? Pour le lunch, j'aime beaucoup l'assiette équilibrée. En fait, qu'on peut répliquer le midi comme le soir. La moitié de l'assiette est garnie de légumes, le quart de l'assiette de produits céréaliers et le quart de l'assiette de protéines, à peu près la paume de main en produits céréaliers et puis aussi au niveau de la paume de main en termes de protéines. Ça, c'est gagnant. Côté lunch, il y a encore beaucoup qui trouvent que faire son lunch, c'est une corvée. Donc, à peu près 30% des gens disent faire son lunch, c'est une corvée. Et pourtant, il suffit de bien
planifié pour faire un lunch équilibré. Varier les pains, pas toujours utiliser le même pain, ça permet d'ajouter de la variété. Varier aussi les sources de protéines. Ça peut être un sandwich aux œufs, ça peut être un sandwich au tofu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans le sandwich. Et côté charcuterie, je vous inviterais à prendre peut-être une fois par semaine seulement des charcuteries. On a eu un avis de l'Organisation mondiale de la santé qui nous disait justement de réduire notre consommation de charcuterie puisque ce sont des viandes qui sont potentiellement cancérigènes. Donc, une fois par semaine et opter pour une charcuterie sans nitrite parce que c'est toujours plus santé. Pour un souper équilibré, c'est important de manger en famille le plus possible sans distraction. En fait, il y a 50% des gens qui vont prendre un souper en regardant la télévision, en surfant sur Internet ou encore en répondant à des textos. Puis évidemment, dans ce cas-là, on est beaucoup moins centré sur sa faim, sa satiété. Fait que prenez un moment en famille pour partager un bon repas. C'est important. Si vous avez beaucoup d'appétit, je conseille de commencer par un grand plateau de crudités, salade, soupe aux légumes, un grand verre d'eau aussi, ça va freiner l'appétit. Et puis, on prend le principe de l'assiette équilibrée, la moitié de l'assiette en légumes, le quart en protéines, les protéines maigres. Ne pas oublier de mettre du poisson de l'avant environ 2 à 3 fois par semaine, de la volaille aussi, et on tente de manger de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine maximum, puisqu'il y a un lien entre la viande rouge et le risque de maladies cardiovasculaires et certains cancers. Alors, si je reviens à ma présentation, donc, en quoi une bonne alimentation contribue au bien-être? Eh bien, les impacts, donc, pour vous comme conducteur, comme conductrice, qu'est-ce que ça vous permet? Bien, ça permet d'améliorer votre état de façon générale, comme tout autre être humain. Ça vous permet également de développer une meilleure concentration qui, clairement, est essentielle dans vos tâches. Hein? Donc, pour garder la concentration sur la route, sur la circulation des autres véhicules, etc. Et bien évidemment, bien, ça vous permet également d'augmenter votre niveau d'énergie, donc qui aide à la concentration, qui aide à être positif, à accueillir les élèves, à prendre soin d'eux, etc. Qu'est-ce que ça permet également, le fait d'avoir une bonne alimentation? Donc, qu'est-ce que ça permet, l'impact que ça a chez nos élèves? Eh bien, bien évidemment, ça nous permet de devenir un modèle pour eux. Hein? C'est possible là, que de manger une collation, les élèves sont présents avec nous, de partager donc les raisons du pourquoi, qu'est-ce qu'on aime, de parler des différents aliments, etc. Qui parfois peut-être des élèves dans certains transporteurs, ils ont le droit de prendre une collation. Donc, d'encourager les collations santé, saines et bonnes pour le bien-être des élèves également. Est-ce que ça permet également un impact sur les élèves? Ça leur permet de rester en santé, en fait, hein, et d'avoir de l'énergie pendant toute la journée et sur le trajet, donc, qui est à opérer. Et finalement, eh bien, ça permet aux élèves de partager les bonnes habitudes alimentaires avec vous. Donc, les bonnes habitudes de vie, en fait, que vous pourriez partager avec vos élèves. Donc, des fois, des sujets de discussion pour aider également à la socialisation. Alors, on poursuit ensemble sur les trucs et conseils d'experts pour le sommeil. Comme au même titre que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil est une composante essentielle dans notre santé globale pour notre bien-être. Les saines habitudes du sommeil, c'est indispensable pour bien fonctionner dans la vie de tous les jours. Pour nous en parler, je vous propose d'écouter la capsule de M. Morin qui nous parle des besoins en matière de sommeil. Une des questions qui nous est posée le plus souvent comme expert du sommeil, c'est combien on a besoin d'heures de sommeil pour bien récupérer? Mais la réponse pour un adulte est assez simple, c'est à peu près 7 à 8 heures par nuit. Par contre, ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a des différences individuelles. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de 7 ou 8 heures de sommeil. Il y a des courts dormeurs naturels qui peuvent s'en tirer très bien avec 5-6 heures par nuit, alors qu'il y a des longs dormeurs, des personnes qui ont besoin de 9-10 heures de sommeil, sinon ils ont beaucoup de difficultés à fonctionner pendant la journée. Mais en moyenne, ça tourne autour de 7 à 8 heures. Et c'est important de réaliser aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se faire croire qu'ils peuvent fonctionner avec 5-6 heures de sommeil par nuit, mais dès le moment où ils ont l'opportunité de faire une sieste, le jour, ils vont s'endormir à l'intérieur de 5 minutes.
Donc, comment on détermine exactement le besoin optimal de sommeil? Bien, c'est en faisant des petites expériences, en variant la durée du sommeil et en voyant comment on fonctionne le jour. Mais si on est bien reposé suite à 7 heures de sommeil ou à 8 heures de sommeil et qu'on n'a pas à combattre le sommeil pendant la journée, bien, ça nous dit que c'est probablement suffisant pour ce que notre corps a besoin. Est-ce que les besoins de sommeil sont les mêmes pour tous les groupes d'âge? Probablement pas, non. C'est clair qu'un enfant va avoir besoin de plus d'heures de sommeil qu'un adulte. Même chose chez l'adolescent. L'adolescent a souvent besoin de 9-10 heures de sommeil, mais très souvent, il est en privation de sommeil en raison de plusieurs obligations scolaires ou très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, les adolescents sont très souvent en grande privation de sommeil. Chez l'adulte, donc on dit que c'est autour de 7 à 8 heures. Est-ce qu'une personne âgée a besoin du même nombre d'heures de sommeil? C'est un mythe, ça, à l'effet qu'ils ont besoin de moins de sommeil en vieillissant. En fait, les besoins de sommeil demeurent relativement les mêmes en vieillissant, sauf que c'est notre capacité à dormir qui n'est pas la même en vieillissant. Donc, même si on a toujours besoin de 6, 7, 8 heures de sommeil à 60, 65 ans, 70 ans, on n'a pas la même capacité à obtenir ces heures de sommeil-là. Tout comme on ne court pas aussi vite, on n'est pas aussi flexible à 60 ans qu'à 20 ans, bien la capacité de dormir pour une période de 7-8 heures n'est pas la même. Ce qui fait qu'en vieillissant, le sommeil se modifie, devient plus fragile, il est moins profond et il y a plus de plaintes d'insomnie également qui sont présentes chez les personnes âgées. On estime que près de 60% de la population qui se plaint de ne pas suffisamment dormir. Donc, c'est énormément de gens, ça, 60% des adultes qui disent ne pas dormir suffisamment au cours de la nuit, et il y en a tout autant qui se plaignent de ne pas avoir une bonne qualité de sommeil. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi les principales causes du manque de sommeil? Bien, les premières, c'est vraiment relié aux obligations professionnelles et familiales, souvent accompagnées de stress. Une autre cause très fréquente qui peut expliquer le manque de sommeil, c'est les fameux écrans. Donc, que ce soit nos cellulaires, les tablettes, les téléviseurs, ça vient chercher beaucoup de notre temps, ça, et ça peut contribuer à une privation de sommeil. Des horaires irréguliers, que ce soit en lien avec notre travail ou d'autres obligations, vont également contribuer au manque de sommeil. Les facteurs environnementaux, bruit, la lumière excessive, donc un environnement, une chambre à coucher qui n'est pas bien protégée des facteurs externes, peut également nous empêcher de dormir toutes les heures dont on a besoin. Et enfin, il y a plusieurs problèmes d'ordre médical, des problèmes psychologiques et d'autres troubles du sommeil qui pourraient expliquer également le manque de sommeil. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on manque de sommeil? Eh bien, les principales conséquences du manque de sommeil se situent à plusieurs niveaux. D'abord, c'est clair que si on manque de sommeil, eh bien, la première séquelle, ça va être d'être plus fatigué et même d'avoir une baisse de vigilance. Si on a une baisse de vigilance pendant la journée, bien, il va y avoir un risque d'erreur accru, soit au travail ou sur la route. En fait, la fatigue et la somnolence excessive représentent la troisième cause d'accident sur les routes après la vitesse et l'alcool. Donc, il ne faut pas négliger l'impact du manque de sommeil. C'est très, très important pour la sécurité publique. Alors, j'espère que vous avez apprécié la petite capsule de Monsieur Morin qui vient nous rappeler l'importance du sommeil et aussi les causes qui feraient qu'on serait en manque de sommeil. Alors, je vous amène quelques petits trucs de nos experts là, pour justement avoir les conditions idéales ou les conditions gagnantes pour avoir un bon sommeil. Comme le disait Monsieur Morin, avoir une période de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Ce que nous dit la recherche, c'est de prévoir au moins une période d'au moins 30 minutes à 1 heure avant d'aller au lit, d'une période de détente. Déjà de commencer à se détendre,
que ce soit par un bain chaud, une petite lumière douce, sans nécessairement avoir des sources de distraction autour de nous, comme les écrans, par exemple. Donc, si je m'en vais vers les écrans, ben, ce que fait nos appareils électroniques, que ce soit tablette, cellulaire, écran, télévision, c'est qu'il maintient notre cerveau dans un état parfois soit d'excitation ou de réveiller davantage et ne nous permet pas d'aller dans un état de veille pour la nuit. Donc, la lumière bleue des écrans a un impact sur notre cerveau qui fait en sorte que ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps avant de tomber dans un état de veille, d'endormissement. Donc, il y a aussi, ben, ça pourrait être les stimulants comme la caféine, si on en prend trop tard le soir, pourrait même dans la journée, il y en a qui sont plus fragiles, pourrait avoir un impact sur l'état de sommeil. Donc, puis aussi, comme le disait M. Morin, c'est d'avoir des routines. Plus on a des routines qui sont de se coucher à peu près vers les mêmes heures et le réveil aussi le matin vers les mêmes heures, ça habitue notre corps, dans le fond, à savoir qu'il faut être en état de veille pendant ces temps de routine-là. Apprendre à relaxer de différentes façons. C'est vous qui vous connaissez le mieux de savoir ben, qu'est-ce qui vous permet de relaxer dans un état de détente avant d'aller dormir ou lorsque vous êtes couché, dans le fond. Et la lumière aussi, plus une chambre est noire, moins il y a de bruit, comme on en parlait dans la petite capsule, ben, moins on va être dérangé par les facteurs environnementaux. Alors, on se donne des conditions pour avoir le meilleur sommeil possible. Si je passe à l'autre diapositive, ben, l'impact que ça peut avoir pour moi comme conducteur, conductrice, ben, c'est d'être plus reposé pour avoir de l'énergie pour faire mes tâches tout au long de la journée, de demeurer vigilant. Monsieur Morin en parlait à la fin de sa capsule, le fait d'être fatigué, de ne pas avoir bien dormi, d'avoir peu d'heures de sommeil fait en sorte qu'on a moins de vigilance, soit au travail ou sur la route. Donc, et sur la route, ben, vous le savez plus que moi, l'importance d'être vigilant, autant pour nos élèves qu'autour, lorsqu'il y a d'autres véhicules autour de nous, les obstacles qui pourraient se présenter sur notre chemin. Alors, et d'avoir des réflexes de conduite plus aiguisés. Et augmenter aussi notre taux d'énergie, mais notre patience, notre tolérance. On le sait, lorsqu'on a moins d'heures de sommeil de façon continue, ça joue sur notre patience, notre tolérance face à différentes choses que d'autres fois, ça passerait un peu inaperçu, mais là, des fois, ça vient grossir la situation momentanément parce qu'on a moins de sommeil, on se sent plus fatigué, plus irritable parfois. Alors, l'importance que ça a sur moi et au niveau des élèves, ben, ça me permet justement d'avoir plus d'énergie, d'être peut-être un peu plus positif et avoir une bonne énergie pour entretenir les liens avec les jeunes, être plus patient, tolérant. Hein, on le dit, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Trouver des solutions plus créatives. Donc, on s'est donné peut-être plus de conditions pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Si on a un bon sommeil, si on fait de l'activité physique, qui contribue aussi à mieux dormir la nuit. Puis aussi, peut-être qu'on va trouver nos journées moins longues que si on se sent fatigué toute la journée, qu'on a hâte déjà dès le matin d'arriver à la fin de notre journée. Alors, c'était la petite capsule qui nous parlait de l'importance d'avoir un bon sommeil, sur l'importance sur notre bien-être. Alors, je te passe la parole, Marie-Josée. Alors, voici donc le dernier élément, en fait, à travailler, dernier truc et conseil d'expert pour le bien-être. Et il s'agit ici de la gestion du stress. Alors, l'exposition à des sources de stress émanant ou non du travail peut altérer la santé psychologique d'une personne. Face à ces stresseurs, diverses réactions peuvent se développer et conduire à la détresse psychologique. On le sait, ça a été reconnu, les études le prouvent de plus en plus. Un des dommages collatéraux de la pandémie, c'est vraiment la gestion du stress, l'angoisse. Donc, ça a créé des détresses psychologiques beaucoup plus accrues. Alors, il faut vraiment être alerte à ça.
Et là, je ne le lirai pas, mais vous avez l'encadré ici à votre gauche, l'encadré blanc qui vous parle des manifestations de la détresse psychologique. Elles sont nombreuses et la plupart sont quand même observables. Alors, je vous encourage à les lire, à les regarder, à voir si ça vous concerne vous, peut-être voir un collègue, un ami, un proche. Donc, voilà, vous pouvez donc les lire. Il y a plusieurs références sur lesquelles est-ce que vous pouvez aller vous informer là, pour avoir de l'aide, du support. Et quoi faire, en fait, pour diminuer le stress? Mais en fait, je pense que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, la bonne alimentation, le sommeil, l'activité physique, la socialisation, ce sont tous des éléments, en fait, qui peuvent aider à la diminution du stress. Retrouver un espace serein et créateur. Des fois, oui, on a besoin, peut-être que la maison, parce qu'on y a été longtemps pendant la pandémie, c'est peut-être pas le meilleur espace, mais aller marcher en forêt, aller prendre l'air. Donc, de se trouver un espace où est-ce que nous, on se sent bien et serein. De diminuer les sources immédiates de frustration puis de tension. Quand il y a des tensions qui se créent au travail, c'est vraiment important. De la frustration, il faut en parler à nos collègues, à nos supérieurs, leur prendre le temps, donc, en socialisant, de pouvoir parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. De réaliser à court terme qu'il y a des éléments qui sont porteurs du futur désiré. Et puis, de se donner des résolutions personnelles, d'organiser ses priorités puis de bien gérer son temps peuvent être des éléments qui peuvent nous aider à bien gérer le stress. Nous allons également visionner une courte vidéo qui nous parle de la gestion du stress et de l'équilibre entre le travail, la vie, la famille, etc. Et à l'intérieur de cette vidéo-là, eh bien, il y a plusieurs exemples de bonnes pratiques, en fait, pour gérer son stress qui sont indiqués dans le tableau ici en blanc. Alors, je ne les lirai pas puisque nous les entendrons à l'intérieur de la vidéo. L'une des habiletés qui est essentielle à un bon équilibre travail-vie personnelle, c'est d'être capable de bien gérer nos émotions. Quand on n'arrive pas à le faire, on devient trop émotif, ça influence nos décisions, souvent négativement, et on arrive à être moins organisé dans notre temps. Pour bien arriver à gérer nos émotions, il faut comprendre un petit peu une chaîne d'événements qui survient quand on fait face à une situation stressante. Souvent, on pense que ce sont les situations qui causent nos émotions. On oublie qu'entre les deux, il y a les lunettes à travers lesquelles on perçoit la situation. Ces lunettes-là, c'est notre discours intérieur, la petite voix qui nous parle dans notre tête, même si on n'est pas fou. On se parle toujours un petit peu dans notre tête et ce discours intérieur-là va varier en fonction de comment on se conçoit soi-même et comment on conçoit le monde qui nous entoure. Et ces deux conceptions-là remonte à notre histoire personnelle, comment nos parents nous ont élevés, les modèles qui ont été pour nous, les expériences de vie qu'on a eues dans le passé. C'est ce qui explique pourquoi, face à une même situation, deux individus peuvent avoir des réactions complètement différentes. Si je prends un exemple de 3 personnes, elles vivent toutes la même situation. La première personne s'assoit dans un autobus, il y a un individu qui la fixe du regard. Cette personne-là pourrait se dire « c'est un fou, il va m'attaquer, il va me sauter dessus ». Si elle se dit ça, si c'est ce qu'elle se dit dans sa tête, probablement que son émotion, ça va être la peur, peut-être même la panique, et son comportement, ça va probablement être la fuite, donc de se débarquer au prochain arrêt d'autobus. Une deuxième personne dans la même situation, s'assoit dans l'autobus, une personne la fixe du regard, pourrait se dire « peut-être qu'il me trouve belle ». Là, ce n'est pas la même émotion qui est en jeu. Probablement que la personne va être fière d'elle, va se sentir flattée, et son comportement va être de s'admirer dans la fenêtre de l'autobus. Troisième personne, même situation, s'assoit dans l'autobus, quelqu'un la fixe du regard, la personne pourrait se dire « j'ai mangé un spaghetti pour dîner, peut-être que j'ai une moustache de sauce tomate ». L'émotion serait probablement la honte ou la gêne. Son comportement, probablement aussi de regarder son reflet dans la fenêtre, mais ça serait de la vérification plutôt que de l'admiration. On n'est pas dans le même registre de comportement du tout. Donc, je ne sais pas si ça vous aide à saisir à quel point notre discours intérieur a une grande influence sur nos émotions. Ça veut dire qu'une façon de gérer les émotions, c'est d'essayer d'identifier nos pensées quand on fait face à une situation stressante. Si quelqu'un nous dit quelque chose et on se sent mal, on a de la peine, on peut se dire « qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête quand la personne m'a dit ça? Comment j'ai perçu ce qu'elle m'a dit? » Si, par exemple, je dois présenter, comme présentement, devant des gens, puis je me dis
je me sens stressée, je peux me demander qu'est-ce que je suis en train de me dire dans ma tête. Peut-être que je suis en train de me dire que je ne réussirai pas, que je vais bafouiller, que je vais manquer mon coup. Est-ce que c'est vrai? Là, la question, c'est de remettre en question ces pensées-là. La stratégie, c'est de se dire qu'il ne faut jamais prendre nos pensées pour des vérités. Nos pensées sont des hypothèses. Un peu comme un scientifique qui cherche la vérité, mais avec plusieurs hypothèses. Donc là, on peut se dire, est-ce que j'exagère? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir la situation? Est-ce qu'il y a un côté positif à la situation que je viens de vivre, même si là, je vois juste du négatif? Qu'est-ce que je dirais à un ami qui vit la même situation pour le rassurer? Parce que souvent, on est beaucoup plus rationnel pour les situations des autres que pour nos propres situations que l'on vit. Donc ça, ce sont de bonnes façons d'essayer de remettre en question nos pensées. C'est pas de la pensée positive, c'est d'essayer d'être plus rationnel, moins émotif. Ça va pas éliminer nos émotions négatives, mais ça va les rendre beaucoup moins intenses. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de rester zen puis de prendre de bonnes décisions. Autre chose pour gérer le stress, c'est aussi d'adopter certains comportements pour une saine hygiène de vie, une saine hygiène mentale en fait. Avoir un bon réseau social. Là, je ne parle pas des réseaux sociaux virtuels. Je parle de personnes en chair et en os. Des gens à qui on peut se confier et que l'on considère comme un bon soutien en cas de problème. Même quand on n'a pas de problème, le fait d'avoir ce soutien-là, c'est un peu comme le filet de sécurité d'un funambule dans un cirque. Ça permet d'avoir une espèce d'assurance. Être capable de se ressourcer. Prendre 15 à 20 minutes par jour pour faire une activité qui recharge nos piles. Parce que notre énergie, on sait, il y a beaucoup d'événements qui vont la vider, notre énergie, au courant d'une journée. Quotidiennement, c'est important de prendre 15 à 20 minutes pour une activité qui est pour soi, qui nous fait du bien, qui nous valorise. Prendre le temps de relaxer. Si vous aimez le yoga, la méditation, les exercices de respiration, c'est facile de se procurer des CD ou des MP3 où une voix va nous guider à travers ces exercices-là. Ça, c'est des façons de récupérer en 15-20 minutes sans être obligé d'aller faire 1 heure au gym. Parce que ça, c'est bon aller au gym, mais on peut le faire peut-être juste quelques fois dans la semaine. Si je vous dis quotidiennement, il faut faire un 15 à 20 minutes, vous allez peut-être dire « Oh, j'ai pas le temps de faire tant d'activités que ça », mais des fois, c'est juste 15 minutes, on s'assoit dans le divan, on met nos écouteurs, puis on écoute ça, puis ça permet de faire le plein d'énergie aussi. Une autre bonne habitude à adopter aussi, c'est d'être capable de communiquer, de s'affirmer au fur et à mesure que les petites frustrations arrivent dans notre vie, au lieu de laisser les frustrations s'accumuler. Sinon, ça amène beaucoup de stress, puis en plus, ça peut détériorer les relations avec les gens qui font partie de notre réseau social. En plus de ça, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir équilibrer le stress positif et le stress négatif. Quand vous faites face à une situation stressante, demandez-vous toujours, est-ce que je contrôle cette situation-là? Est-ce qu'il y a des éléments dans la situation que je ne contrôle pas? S'il y a des choses que vous ne contrôlez pas, lâchez prise, concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Avec ces stratégies-là, en plus d'arriver à remettre en question vos pensées, il est fort probable que vous deveniez des experts en gestion du stress. Super. Alors, on va revenir ensemble. En fait, moi, j'aime bien le point qu'elle a nommé, hein, de se demander là, sur quoi est-ce qu'on a du contrôle. Quand on a du contrôle, on peut avoir justement le contrôle de la situation, donc on peut agir. Et ce sur quoi on n'a pas de contrôle, apprendre à laisser aller, à laisser les choses, là, c'est un beau conseil, je trouve. Alors voilà donc en quoi une bonne gestion du stress contribue au bien-être. Comment est-ce que de bien gérer votre stress peut avoir un impact positif sur vous à titre de conducteur et de conductrice de transport scolaire? Alors bien évidemment, ça va vous permettre de développer de meilleures réactions face aux situations imprévues. On le sait, vous pouvez en vivre de toutes sortes de couleurs, hein, de tous les types. Un élève qui n'écoute pas une consigne, qui se lève en plein milieu donc d'un transport, un enfant bon, qui a vraiment des écarts de conduite alors que vous devez être concentré sur la route. On se comprend que vous êtes vraiment vous pouvez être face à de graves situations allant d'un accident de voiture à bon X, Y, Z situation que vous allez avoir. Alors, plus vous allez être en bon contrôle de vous-même, que vous allez bien gérer votre stress et que vous êtes capable de faire face à ce stress-là que peut générer les réactions en fait aux situations imprévues, bien mieux vous serez dans une condition de bien-être. Bien évidemment, ça va vous permettre donc de vous sentir mieux et en contrôle de la situation, comme je l'ai dit.
Ça va vous permettre également d'agir au lieu de réagir lors d'un incident. Lors d'un incident ou lors d'un événement, d'une situation avec un élève, il vaut toujours mieux agir donc avec réflexion puis agir en connaissance de cause que de réagir à une situation donnée. Un élève qui vous manque de politesse, qui vous envoie promener, au lieu de réagir puis d'être plutôt dans l'action puis dans la réflexion de OK, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais voyons, est-ce que cet enfant-là a vécu quelque chose aujourd'hui? Ça demande vraiment un autocontrôle assez grand. Mais plus on le pratique, plus on se le questionne puis on le met en pratique, bien meilleur on devient. Bien évidemment, ça va vous permettre de développer un meilleur contrôle de vos émotions, une meilleure régulation de vos émotions et finalement, d'être beaucoup plus vigilant lors de la conduite d'un véhicule automobile, je veux dire, d'une berline ou d'un autobus. Ensuite, la bonne gestion du stress, ça va également contribuer au bien-être des élèves. Et qu'est-ce que ça leur permet à eux? Ça permet en fait que vous deveniez une personne sécurisante dans des moments beaucoup plus angoissants. Hein, si vous avez déjà vécu un accident avec votre transport scolaire ou bien qu'il est arrivé un incident, une situation désobligeante, vraiment négative dans l'autobus, un enfant qui en est tué d'un autre ou X, Y, Z situation, bien évidemment, plus vous êtes en contrôle de vous, que vous gérez votre stress, vous allez devenir une personne qui est sécurisante à la fois pour les élèves. Ça va vous permettre également d'agir avec beaucoup plus de bienveillance envers les élèves, donc ça aura un impact très positif pour eux. Ça va également avoir un impact sur l'aide et l'éducation que vous allez pouvoir leur offrir dans le soutien à vos réactions et à comment vous allez être en relation avec eux. Et finalement, ça va leur permettre de développer de saines relations avec les gens qui les entourent. Alors, d'avoir une bonne gestion du stress apporte énormément d'impact positif à la fois pour vous et pour vos élèves.